Jeudi 24 septembre, nous avons eu le plaisir d'accueillir 74 participants à la conférence en ligne La loi de transition énergétique, quels impacts sur les documents d'urbanisme. Cette conférence a été animée par Bertrand Dupont, juriste en droit public. Avant de laisser la parole à Bertrand Dupont, je vais vous présenter Légilocal. Légilocal est à la fois un espace d'échange strictement professionnel et une plateforme d'assistance et de services juridiques. En vous inscrivant sur legilocal.fr, vous bénéficiez d'un ensemble d'offres. Parmi ces offres, des offres gratuites comme l'espace collaboratif qui vous permet d'échanger des expériences et des expertises avec vos pairs, une base mutualisée des actes et un fronton numérique. En complément de ces offres gratuites, nous vous proposons des offres premium sur abonnement. L'assistance juridique qui vous permet d'interroger nos juristes directement par téléphone et d'être mis en relation avec des avocats lorsque c'est nécessaire, et une documentation droit pratique. Pour bénéficier de ces offres, inscrivez-vous sur legilocal.fr. Je vais maintenant donner la parole à Bertrand Dupont, juriste en droit public. Merci Jean-François. Bonjour à tous. Ensemble, nous allons voir les impacts de la loi de transition énergétique sur les documents d'urbanisme. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, son intitulé complet, a été adoptée par le Parlement le 22 juillet et promulguée le 18 août dernier. Son objectif est de donner un cadre à l'action conjointe des citoyens, des entreprises, des territoires et de l'État. Si ces objectifs portent essentiellement sur la réduction de l'émission des gaz à effet de serre et de la consommation énergétique, ces effets se ressentent de manière concrète sur les documents d'urbanisme, les PLU, les SCOT essentiellement, avec une incidence particulière sur la loi littorale. Alors découvrons ces impacts sur les documents d'urbanisme. Parmi les conséquences concrètes et directes de cette loi, certaines portent sur les documents d'urbanisme généralement communaux. PLU, POS, qui vont bientôt disparaître, mais qui sont encore en vigueur pour certains, ou cartes communales. Et eux seuls. D'autres concernent le duo SCOT-PLU. Ces conséquences sur les documents d'urbanisme communaux, d'abord celles issues des intentions du législateur. Avec la loi transition énergétique, celui-ci a voulu renforcer localement les performances énergétiques et environnementales, développer les transports propres et lever les freins à la rénovation énergétique des bâtiments. S'agissant du renforcement local des performances énergétiques et environnementales, la loi transition énergétique d'abord aux élus locaux une nouvelle possibilité dans la réglementation de l'urbanisme. Désormais, les élus locaux peuvent définir dans le règlement du PLU des secteurs où s'imposent aux constructions, travaux et installations et aménagements le respect de performances énergétiques et environnementales. Des performances qui sont renforcées. S'ils le font, les élus devront définir ces performances. Ainsi, le règlement peut imposer à un projet une production minimale d'énergie renouvelable. Cette production devra être déterminée en fonction des caractéristiques du projet et de la consommation du site. La loi transition énergétique introduit ensuite une modulation à la possibilité offerte aux élus d'imposer à un projet de construction de bâtiment un nombre maximal de places de parking à réaliser. Lorsque le document d'urbanisme impose un nombre de places, ce nombre peut désormais être réduit de 15% minimum. Pour cela, le projet de construction doit prévoir la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge, des bornes, ou une mise à disposition de véhicules propres dits en autopartage. Alors qu'est-ce que l'autopartage ? C'est une mise en commun, une sorte de mutualisation d'un véhicule utilisé pour des trajets différents, peut-être par des personnes différentes,
à différents moments. Il faut le différencier ici du covoiturage qui consiste en une utilisation par plusieurs personnes d'un véhicule lors d'un même trajet. Les conditions de la modélisation devront être définies ultérieurement par décret. Enfin, la loi de transition énergétique introduit une nouvelle condition pour l'obtention du dépassement de 30% maximum de droits à construire. Ces 30% sont définis dans un document d'urbanisme et ici, je vais m'arrêter d'abord pour vous préciser ce qu'on entend par droit à construire. On entend ici les règles qui déterminent le volume dans lequel une construction s'inscrit dans une parcelle. Ce dépassement de 30% ne peut désormais être obtenu que par les constructions d'une qui font preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. Précédemment, pour l'application de ce dépassement, il fallait respecter les conditions suivantes. Les constructions devaient satisfaire à des critères de performance énergétique élevés ou des constructions étaient alimentées par à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable et de récupération. On appréciera ici la différence. Ceci dit, il y a un élément objectif qui est introduit dans la loi de transition énergétique. C'est la référence aux constructions à énergie positive. Pourquoi? Parce que ici, on peut faire un renvoi à la loi Grenelle de 2009, qui prévoit qu'à l'horizon 2020, tous les bâtiments neufs devront être à énergie positive. Entre-temps, il leur faut respecter les réglementations thermiques. On peut donc ici trouver un moyen pour les services d'urbanisme de, instruire les permis de construire sur ces éléments objectifs de la loi Grenelle. Venons-en ensuite au développement des transports propres. Ici, la loi de transition énergétique a une incidence légère sur le plan local d'urbanisme, uniquement lorsque ce document d'urbanisme tient lieu de plan de déplacement urbain. La loi de transition énergétique lui impose alors une nouvelle obligation. En effet, ce document doit désormais donner lieu aux évaluations et calculs des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques générés par les déplacements à l'intérieur, qui ont lieu à l'intérieur du périmètre de transport urbain que le PLU a défini. Ces évaluations et calculs doivent intervenir lors de l'élaboration du PLU et lors de l'analyse des résultats. Pour ce qui est enfin de la rénovation énergétique, depuis 2010, une interdiction est faite aux maires de s'opposer dans une autorisation d'urbanisme, permis de construire, permis d'aménager, etc., à l'utilisation, par exemple, de matériaux renouvelables permettant d'éviter l'émission des gaz à effet de serre dans un projet de construction. Et ce, même si cela est contraire aux règles d'un document d'urbanisme relatives à l'aspect extérieur des constructions. Dans le même but, la loi de transition énergétique introduit une nouvelle dérogation à ces règles qu'un document d'urbanisme, mais ici PLU et POS seulement, peut déterminer. Mais il y a ici en plus deux innovations par rapport à la première dérogation qui était prévue à l'origine à l'article L111-6-2 du Code de l'urbanisme. D'abord, cette dérogation prend la forme d'une possibilité offerte aux élus locaux. En effet, ce n'est pas une interdiction. Ce sont les élus qui, désormais, peuvent d'eux-mêmes délivrer une autorisation d'urbanisme dérogeant aux dispositions du document qui réglemente l'urbanisme de leur commune. La décision de déroger devra par contre être modifiée. C'est un point particulier important.
Ensuite, le champ de cette dérogation, c'est là l'autre innovation, est plus important que celui de la dérogation de 2010. En effet, outre l'aspect extérieur des constructions, les élus locaux peuvent déroger aux règles de leur document d'urbanisme portant sur l'emprise au sol, la hauteur et l'implantation des constructions. Toutefois, cette dérogation est conditionnée. En effet, elle ne peut s'appliquer que pour autoriser la mise en œuvre sur les constructions existantes d'une isolation en saillie de façade, la saillie de façade étant une avancée sur le mur du bâtiment, ou bien d'une isolation par surélévation des toitures. Deuxième cas de mise en œuvre, c'est une mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie de façade. On peut penser ici aux casquettes que l'on retrouve au-dessus des fenêtres, qui sont parfois mis par les architectes sur les bâtiments, afin de protéger du rayonnement solaire l'été. Dans cette autorisation d'urbanisme, qui va déroger aux règles du document d'urbanisme de la commune, les élus pourront aussi définir des prescriptions en vue d'assurer la bonne intégration architecturale dans le bâti existant et le milieu environnement du projet de construction. Voyons maintenant les conséquences de la loi de transition énergétique sur le duo SCOT-PLU. Ces conséquences vont intervenir par le biais d'un nouveau plan qui s'appelle le plan climat-air-énergie territorial. Avant de voir les conséquences sur les documents d'urbanisme, voyons ce qu'est le plan climat-air-énergie territorial. Le plan climat-air-énergie territorial vient remplacer le plan climat-énergie territorial que la loi de transition énergétique a abrogé. Par ce remplacement, la loi de transition énergétique entend muscler l'action de l'ensemble des acteurs de la société, donc les collectivités territoriales, en la faisant entrer littéralement en guerre contre le changement climatique. Cette déclaration de guerre s'effectue de trois manières. Tout d'abord par un changement de sémantique. Il ne s'agit plus ici d'une lutte, mais d'un combat. Deuxièmement, par une extension du champ de bataille. Il ne s'agit plus du seul réchauffement climatique, mais du changement climatique. Troisièmement, par l'adoption de mesures d'adaptation à ce changement climatique. Pour résumer, avec le plan climat-air-énergie territorial, il ne s'agit plus de lutter contre le réchauffement climatique, mais de combattre le changement climatique et de prendre des mesures pour s'y adapter. Concrètement, la loi de transition énergétique donne au plan climat-air-énergie territorial pour mission de définir les objectifs stratégiques et opérationnels pour mener ce combat. Ici, il n'y a pas vraiment de différence avec le plan climat-énergie territorial qui avait aussi cette mission. Là où on va voir une différence, c'est dans le programme d'action, puisque la loi de transition énergétique donne également pour mission au plan climat-air-énergie territorial de définir un programme d'action dans de nouveaux domaines qui n'étaient pas traités par le plan climat-énergie territorial. Nous retrouvons ainsi le développement des réseaux de distribution d'électricité, de gaz, de chaleur de manière coordonnée. Nous avons également la valorisation du potentiel en énergie de récupération. Nous retrouvons aussi le développement de territoires à énergie positive et aussi l'anticipation des impacts du changement climatique. À cette fin, et c'est là son premier lien avec les documents d'urbanisme, ce plan climat-air-énergie territorial doit prendre en compte les orientations générales concernant les réseaux d'énergie et arrêter dans le projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, du plan local d'urbanisme. D'ailleurs, la loi transition énergétique a ajouté les réseaux d'énergie à la liste des domaines pour lesquels le PADD du
PLU, doit arrêter les orientations générales de la commune ou de l'EPCI. Cet ajout s'applique au PLU dont l'élaboration ou la révision est en cours, ou bien dont l'élaboration ou la révision sera engagée après la promulgation de la loi de transition énergétique. Pour ce qui est de la révision, il s'agit bien évidemment de la révision qui suivra immédiatement la promulgation de la loi. La loi de transition énergétique a placé le combat contre le changement climatique dans le document d'urbanisme dont l'élaboration est confiée aux élus situés au plus près du citoyen. Et c'est là qu'on va revoir les incidences sur le duo SCOT-PLU. En effet, les SCOT et le PLU sont des documents qui sont élaborés par les élus du bloc communal, commune, établissement public de coopération intercommunale. Mais avec la loi de transition énergétique, le législateur a fait le choix de rapprocher encore plus le combat du citoyen. Ce faisant, la loi de transition énergétique en a fait un combat rapproché. Elle s'y prend en deux temps. Tout d'abord en s'intéressant au SCOT. La loi de transition énergétique abroge, on l'a vu, le plan climat-énergie territorial pour le remplacer par le plan climat-air-énergie territoriale. Et cela va avoir deux conséquences sur le SCOT. Tout d'abord, ce document d'urbanisme n'a plus à prendre en compte le plan climat-air-énergie territoriale lors de son élaboration, puisque son prédécesseur disparaît de la liste des documents que le SCOT doit prendre en compte, et qui n'est pas remplacé par le plan climat-air-énergie territoriale. En conséquence, le préfet ne peut plus, après mise en demeure, imposer à l'établissement public en charge du SCOT de rendre compatible ce document d'urbanisme avec le plan. Autre indice de ce rapprochement, le combat du rapprochement au niveau du citoyen, de ce combat au niveau du citoyen. C'est le fait que la loi de transition énergétique va modifier l'article L229-26 du Code de l'environnement afin de rapprocher l'élaboration du plan climat-air-énergie territoriale du citoyen. En effet, le plan climat-énergie territoriale, lui, était auparavant établi par des collectivités qui n'étaient souvent pas compétentes dans l'établissement du SCOT. C'était le cas, par exemple, des régions, des départements. Aussi, il était logique que le plan climat-énergie territoriale puisse s'imposer au SCOT, puisqu'il pouvait alors avoir des incidences par ce biais sur les documents d'urbanisme qui étaient le PLU, le POS, la carte communale, qui, eux, devaient être compatibles avec le SCOT. Or, la loi transition énergétique a modifié la liste des structures territoriales compétentes pour établir le plan climat-air-énergie territoriale. Et il s'agit désormais des structures intercommunales qui sont le plus souvent compétentes en matière d'élaboration du SCOT. Ces structures sont mentionnées dans la loi. Il s'agit de la métropole de Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants. Cela est d'autant plus flagrant que la loi de transition énergétique introduit dans cet article une disposition qui permet aux établissements publics en charge du SCOT d'élaborer par transfert de compétences, lorsqu'ils ne l'ont pas cette compétence par la loi, d'élaborer le plan climat-air-énergie territoriale. Et donc, par transfert de compétences, et transfert de compétences des EPCI à fiscalité propre, communauté de communes par exemple, membres de cet établissement bien sûr, qui vont lui transférer cette compétence. Le plan climat-air-énergie se retrouve ainsi au plus près du citoyen, et plus en tout cas que le plan climat-énergie territoriale. Toutefois, cela ne signifie pas que que ce document, plan climat-air-énergie territoriale, puisse être pris en compte par les documents d'urbanisme, puisque l'on ne parle ici que de l'élaboration qui va être faite par l'établissement qui lui-même élabore le SCOT. Il n'y a pas de lien ici qui est fait dans la loi entre les deux documents. D'où le deuxième temps du rapprochement.
Et c'est là le principal effet de la loi transition énergétique, c'est que cette loi introduit l'obligation pour le PLU de prendre en compte le plan climat, air, énergie territoriale. Auparavant, la prise en compte du plan climat, énergie territoriale par le PLU était indirecte, on l'a vu, puisqu'elle se faisait par le biais du SCOT. Le PLU n'a aujourd'hui plus besoin du SCOT pour prendre en compte les dispositions du plan climat, air, énergie territoriale. Et cette modification permet donc de rapprocher ici le combat contre le changement climatique au plus près du citoyen. Pour quelle raison? Probablement pour favoriser une prise de conscience sur les enjeux de ce climat, de ce combat contre le climat, contre le changement climatique, excusez-moi, et d'en faire des acteurs. Parce que le PLU est le document d'urbanisme le plus proche du citoyen. C'est très important parce qu'il y a un autre document qui lui aussi peut être considéré comme étant le plus proche du citoyen, c'est la carte communale. Et c'est l'autre document d'urbanisme en fait qui est proche du citoyen. Et cette carte communale, ici, ne peut pas prendre en compte les dispositions du plan climat-énergie territoriale, puisque la loi ne la mentionne pas dans cette prise en compte directe. Seul le PLU le peut donc systématiquement. Pour ce qui est de la carte communale, seule une mise en relation officielle par les établissements publics en charge de l'élaboration du SCOT et du plan climat, air, énergie territoriale pourront permettre aux cartes communales de prendre en compte ce combat contre le changement climatique. La loi de transition énergétique peut avoir des conséquences sur les documents d'urbanisme moins perceptibles que ceux que nous venons de voir, et elles se produisent dans le domaine de la loi littorale. Cette loi littorale concerne l'ensemble du territoire maritime, lacustre, terrestre, même éloigné du rivage. La loi de transition énergétique modifie certaines dispositions de la loi littorale afin de favoriser notamment, on le verra, l'essor de l'éolien dans les communes soumises à ces dispositions. Les documents d'urbanisme peuvent en être impactés, en particulier si les élus locaux décident de s'approprier la possibilité pour eux de définir les zones d'implantation des éoliennes. Toutefois, cet essor ne pourra se faire qu'en respectant des conditions simples, précises, ce qui est le cas pour la nouvelle dérogation, voire strictes. Afin de permettre l'implantation d'éoliennes sur le territoire des communes littorales, la loi de transition énergétique a introduit une nouvelle dérogation à la règle de l'extension de l'urbanisation en continuité, avec les agglomérations ou les villages existants, ou en hameau. En un hameau nouveau intégré à l'environnement. Cette dérogation se réalise dans un nouvel article qui est l'article L146-4-1 du Code de l'urbanisme. Alors qu'il existe déjà des dérogations à cette règle dans l'article L146-4 du Code de l'urbanisme, qui définit donc la règle et des dérogations. Peut-être cela marque-t-il le choix du législateur de conférer une importance particulière à cette nouvelle dérogation. En tout cas, il est désormais possible aux élus de ces communes littorales d'autoriser l'implantation d'éoliennes sous conditions. Et ces conditions sont les suivantes. L'implantation d'éoliennes doit d'abord être incompatible avec le voisinage de zones habitées ailleurs sur la commune, bien évidemment, et l'implantation ne peut se faire dans les espaces proches du rivage et, c'est important le « et », dans une bande d'1 kilomètre à compter soit de la limite haute du rivage pour les communes maritimes, soit des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs. Exemple, le lac Léman, le lac d'Annecy. L'autorisation d'implantation est renforcée par ailleurs, parce qu'elle devra se faire par délibération favorable du conseil de l'autorité compétente en matière de documents d'urbanisme, conseil municipal ou conseil communautaire.
Les conséquences pour les documents d'urbanisme sont les suivantes. Par principe, ces documents n'ont pas l'obligation de cibler les zones où cette dérogation peut s'appliquer, mais ils peuvent le faire, notamment pour plus de clarté. D'autre part, le PLU et le PLU seul peut adapter la largeur de la bande d'1 kilomètre. Enfin, la loi transition énergétique vient modifier la loi littorale pour favoriser le développement de l'éolien offshore dans la bande des 100 mètres et dans les espaces remarquables du rivage, mais pas seulement. Tout d'abord, dans la bande des 100 mètres, la loi va modifier une exception à l'interdiction de construction dans la bande littorale des 100 mètres. Cette exception a initialement pour objet de permettre la construction ou l'installation des réseaux, canalisation et jonctions des éoliennes implantées au large pour leur raccordement au réseau public terrestre d'électricité, de transport et de distribution d'électricité exploité par les gestionnaires comme par exemple EDF, ERDF. Cette implantation doit se faire sous des conditions strictes que la loi transition énergétique n'a pas modifiées. Quelles sont ces conditions? Pour rappel, ces conditions, c'est que l'implantation doit se faire par des techniques souterraines de réalisation et qui doivent avoir le moindre impact environnemental. La loi transition énergétique introduit toutefois une règle simple visant à sanctionner l'absence de respect de ces conditions. C'est là sa nouveauté. Ainsi, lorsque le projet d'implantation des réseaux ne respecte pas les conditions, les autorisations nécessaires à cette implantation, qui vont être une autorisation d'occupation temporaire du domaine public ou une approbation du projet, qui sont délivrées toutes les deux par l'État, seront automatiquement refusées. Toutefois, et c'est là aussi un apport important de la loi de transition énergétique, la dérogation ne tient plus seulement aux éoliennes. Elle est en effet ouverte désormais à la construction ou à l'installation de canalisations et jonctions permettant le raccordement des réseaux d'électricité publique entre eux, et ce afin de favoriser l'interconnexion de ces réseaux et du réseau en fait, européen d'électricité. Ce sont alors des modes de production d'électricité qui seront concernés, tous les modes de production d'électricité en réalité, pas uniquement l'éolien. On peut très bien imaginer un champ d'éolien au large de l'Angleterre qui soit relié à la France, mais on peut très bien imaginer également un système de production d'électricité nucléaire ou au charbon qui soit aussi relié au réseau français. Mais l'idée du législateur ici, c'est que en faisant ainsi, on va contribuer à la rationalisation de la production d'électricité européenne. Et pas uniquement des énergies renouvelables de tous les systèmes de production d'électricité. Les conséquences en termes de documents d'urbanisme, eh bien, consiste dans le fait que ces documents n'ont plus l'obligation de cibler, n'ont pas l'obligation, pardon, de cibler les zones impactées dans la bande de 100 mètres, mais ils peuvent le faire. Pour permettre notamment plus de clarté vis-à-vis du citoyen, mais aussi aux élus d'être acteurs de cette implantation. S'agissant des espaces remarquables du rivage, la loi transition énergétique modifie la loi littorale pour faire évoluer une dérogation, qui existait déjà, une dérogation à l'obligation pour les documents d'urbanisme de préserver les espaces terrestres et marins, ainsi que les sites et paysages remarquables du littoral. Cette dérogation a également pour objet de permettre la construction ou l'installation des réseaux des éoliennes, comme on l'a vu précédemment. Toutefois, elle ne concerne que les ouvrages situés à proximité de la mer, pour leur raccordement au réseau public terrestre de transport et de distribution d'électricité. En effet, seules sont concernées par cette dérogation les communes littorales situées en bord de mer,
Précisément, la loi parle des communes riveraines, des mers, des océans, des estuaires et des deltas. Cette implantation doit se faire sous des conditions strictes que la loi n'a pas modifiées, on les a vues précédemment, je ne reviens pas dessus, mais elle introduit la même règle simple de sanction de l'absence de respect de ces conditions stipulées à l'article L146-4 du Code de l'urbanisme. Ainsi, lorsque le projet d'implantation ne respecte pas les conditions d'implantation des réseaux, les autorisations nécessaires à l'implantation sont refusées. Toutefois, contrairement à l'exception dans la bande des 100 mètres, la loi de transition énergétique a ajouté une autre possibilité de refus des autorisations. Ces autorisations peuvent être refusées si le projet d'implantation des réseaux est de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. Là aussi, cette dérogation ne concerne pas seulement les éoliennes, apport important de la loi de transition énergétique, elle est aussi ouverte à la construction ou à l'installation de canalisations permettant le raccordement des réseaux publics européens entre eux afin de favoriser leur interconnexion. Les conséquences en termes de documents d'urbanisme, eh bien, là encore une fois, même si ces documents d'urbanisme n'ont pas l'obligation de cibler les zones impactées par cette exception, ils peuvent le faire pour plus de clarté, permettant ainsi aux élus d'être acteurs de l'implantation. En conclusion, si les impacts de la loi transition énergétique touchent l'ensemble des, des documents d'urbanisme, il apparaît que le législateur a, encore une fois, voulu favoriser le PLU, notamment par rapport à la carte communale. Il ressort donc de ce que nous venons de voir que le combat contre le changement climatique ne peut être plus efficacement mené que grâce au plan local de l'urbanisme. Je ne parle pas ici du poste, puisque celui-ci, de toute façon, vous le savez probablement déjà, va disparaître à la fin de l'année. Aussi, si les élus locaux souhaitent pleinement combattre le changement climatique, il leur faudra, à n'en pas douter, approuver un PLU. J'en ai terminé avec cette présentation. Je vous remercie de votre attention. Je suis maintenant ouvert à toutes vos questions, notamment si vous avez des interrogations, par exemple, sur le plan climat, air, énergie territoriale ou autre point. Alors, je viens de recevoir une première question. Cette question est la suivante. Y a-t-il une date butoir pour réaliser le plan climat, air, énergie territoriale? En effet, il y a une date butoir. Il y en a même deux. La première, c'est le 31 décembre 2016. Elle ne va concerner que la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. La seconde date, c'est le 31 décembre 2018. Cette date concerne les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mais cette fois-ci de 20 000 habitants ou plus. À ces dates, ces structures intercommunales devront donc approuver un plan climat, air, énergie territoriale. Alors, on attend une seconde réponse, question. Elle arrive. Alors, cette seconde question est la suivante. Le SCOT perd donc son rôle intégrateur sur l'aspect énergie-climat. Effectivement, on peut le voir comme ça. Il perd ce rôle-là. Maintenant, ce sont toujours les services des structures en charge de l'élaboration du SCOT qui vont mener ce rôle d'intégration de l'aspect énergie-climat. On peut très bien imaginer la relation que les personnels de ces structures feront d'eux-mêmes pour l'intégration de l'aspect énergie-climat. Mais officiellement, vous avez raison, le SCOT perd ce rôle.
Nous attendons une troisième question. À moins que tout soit clair. Ah, il y a des questions qui arrivent. Alors, une nouvelle question. Les EPCI qui ont déjà un plan climat-énergie territorial doivent-ils refaire un plan climat-air-énergie territorial? En effet, ils devront, puisque comme je vous l'ai expliqué, ce nouveau plan aborde de nouveaux domaines. Il faudra les aborder. Une autre question arrive. Que deviennent les PLU intercommunaux dans ces évolutions? Les PLU intercommunaux, comme les PLU communaux, devront tout simplement prendre en compte les nouvelles dispositions. Il n'y a pas ici de différence entre le PLU communal et le PLU intercommunal. Une autre question. Qu'en est-il de la période transitoire pour les plans climat-énergie territoriale non encore adoptés? Sont-ils dédouanés de leurs obligations? Eh bien, c'est une question un peu... Comment pourrait-on répondre? Ils disparaissent pour être remplacés par le plan climat-air-énergie territoriale. On peut considérer qu'aujourd'hui, ces plans qui n'ont pas encore été adoptés, eh bien, il faudra retravailler leur élaboration pour les faire devenir des plans climat-air-énergie territoriale. Une autre question. Une ville de 20 000 habitants peut-elle mener son propre plan climat-air-énergie territoriale en dehors de son agglomération? On l'a vu, la loi de transition énergétique confie surtout aux structures chargées du SCOT de faire le plan climat-air-énergie territoriale. Il y a donc lieu de penser que c'est la structure qui fera le plan, plus que la ville elle-même, surtout s'il y a plus de 20 000 habitants. Et ce, à l'horizon du 31 décembre 2018. Y a-t-il d'autres questions? Un plan climat-énergie territoriale adopté est-il devenu caduc à la promulgation de la loi? Excellente question. On pourrait penser que oui. Maintenant, je pourrais vous proposer de regarder un peu plus en détail ce point, parce que je n'ai pas forcément la réponse et la question est intéressante. Plus tard, d'ici 48 heures, pour pouvoir vous apporter une réponse, parce que là, effectivement, c'est intéressant. Je n'ai pas la réponse, par contre. Eh bien, en tout cas, merci d'avoir participé à cette conférence en ligne. Nous nous excusons pour le désagrément technique du début de cette conférence. Pour les questions restées en attente, nous reviendrons probablement vers vous dans les prochaines journées. Je vous remercie. Au revoir. Avant de laisser la parole à Bertrand Dupont, juriste en droit public, je vais vous présenter Légilocal. Légilocal est à la fois un espace d'échange strictement professionnel et une plateforme d'assistance et de services juridiques. En vous inscrivant sur legilocal.fr, vous bénéficiez d'un ensemble d'offres. Parmi ces offres, des offres gratuites, comme l'espace collaboratif qui vous permet d'échanger des expériences et des expertises avec vos pairs, une base mutualisée des actes et un fronton numérique. En complément de ces offres gratuites, nous vous proposons des offres premium sur abonnement. L'assistance juridique, qui vous permet d'interroger nos juristes directement par téléphone et d'être mis en relation avec des avocats lorsque c'est nécessaire, et une documentation droit pratique. Pour bénéficier de ces offres, inscrivez-vous sur legilocal.fr. Je vais maintenant donner la parole à Bertrand Dupont, juriste en droit public.